Le musée de la Révolution française a été créé en 1983 par le département de l'Isère dans la perspective du bicentenaire de 1989. Pourquoi il est implanté au domaine de Visil ? Il se trouve que le domaine et le château de Visil a un lien tout particulier avec cette période révolutionnaire, puisque c'est à Visil que le propriétaire du château à l'époque, le bourgeois Claude Perrier, ouvre les portes de son domaine, de son château, et en particulier de la salle du jeu de paume, pour accueillir une assemblée qui va rassembler des représentants des trois ordres qui constituent la société à l'époque, des représentants du tiers-état, du clergé et de la noblesse. Et on a effectivement dans les salles du musée ce tableau d'Alexandre de Belle qui, au XIXe siècle, revient sur cet événement fondateur de juillet 1788. Donc on est un an avant les événements de Versailles, de Paris et les événements premiers de la Révolution française. Ce qui fait que finalement Visil est en quelque sorte le berceau de la Révolution pour avoir la première accueilli cette assemblée de la province du Dauphiné. Alors je souligne que ce tableau en fait n'est pas transformé par un détail contemporain. La flèche que l'on voit là, c'est la flèche d'une souris qui a été malheureusement capturée au moment où on a conservé cette photo. Vous pourrez l'admirer en vrai au musée. Voilà, sans la flèche bien évidemment que l'on voit là à l'image. Alors ce domaine est classé au titre des monuments historiques. Quelles sont les particularités justement de cette ancienne demeure des ducs de Lesdiguières ? La particularité du domaine de Visil, c'est que c'est un voyage dans le temps avec une grande richesse d'histoire et de patrimoine. Donc effectivement, quand on passe les portes du domaine de Visil, on est souvent ébloui d'abord par le parc, le jardin, qui est tout à fait remarquable, et puis ce château qui se dresse là comme une forteresse, qui est effectivement un château qui a été construit par le duc de Lesdiguières à la fin des guerres de religion, au tout début du XVIIe siècle. Il rachète donc cet espace. Et finalement, la famille de Lesdiguières va construire le château et l'embellir tout au long du XVIIe, du XVIIIe siècle, jusqu'à l'acquisition par donc, la famille des Perrier en 1780. On va en parler dans quelques instants, la famille Perrier qui a laissé en héritage une bibliothèque. Oui. Mais avant cela, on va s'arrêter sur les salles Lesdiguières qui rendent hommage justement à cette grande famille. Alors oui, tout à fait. On a dans nos collections, aussi tout un ensemble d'œuvres et d'objets qui rappellent l'importance du duc de Lesdiguières, qui était l'homme fort, on va dire, le bras droit d'Henri IV pendant ce contexte de guerre de religion qui voyait s'affronter les protestants et les catholiques. Donc Lesdiguières était du côté des forces protestantes. Et ce Lesdiguières va jouer un rôle très important aussi à l'échelle nationale, puisque après s'être converti au catholicisme, il va être noté connétable de France, c'est-à-dire qu'il va être le grand commandant des armées du royaume de France au début du XVIIe siècle. Donc il a à la fois un rôle local très important, mais aussi un rôle à l'échelle nationale qui sera tout aussi important pour la période. Et on va regarder désormais une photo sur la bibliothèque Perrier. Quels ont été d'ailleurs les autres usages de ce lieu ? Oui, effectivement, après le domaine et le château passent de main en main. Après l'Ancien Régime, c'est une famille bourgeoise d'industriels, les Perrier, donc qui rachètent le château. Et tout au long du XIXe siècle, le château est transformé en une sorte de grande manufacture dans laquelle on vient imprimer des étoffes. Donc c'est vraiment une activité industrielle qui est celle du château à l'époque, et la famille qui possède ce château, les Perrier, est une famille à la fois économiquement très riche et aussi très influente politiquement, puisque dans cette famille on compte 2 présidents du Conseil et un président de la République. Donc voilà, une famille qui va aussi à Visil se constituer une très belle bibliothèque qu'on conserve toujours aujourd'hui. Bibliothèque et salle Psyché aussi que l'on peut un certain nombre de découvrir. Décors. Qu'est-ce qu'elle évoque cette salle ? Alors, dans la suite de la visite, on a effectivement des décors du début du XXe siècle qui retracent le goût des occupants de l'époque. Et l'autre temps fort, c'est effectivement les années 20, lorsque le château devient résidence des présidents de la République, et que pour les présidents, certaines salles vont être redécorées à la mode, au goût de l'art déco. Notamment pour Gaston Doumergue. C'est vrai que moi, j'ai retenu cette salle-là parce qu'elle a une tapisserie art déco qui est exceptionnelle. On la voit tout à fait. Là. On est dans le centenaire de l'art déco. J'imagine que vous allez avoir une attention particulière pour ce lieu. Alors effectivement, il y avait déjà une exposition qui avait été conçue et proposée au musée sur cette période de Visil art déco et cette résidence des présidents de la République, puisque ça c'est quelque chose que quelquefois on oublie, mais le château de Visil a été la résidence des présidents de la République de 1923 jusqu'aux années 70. Et donc juste avant la Seconde Guerre mondiale, il y a certains travaux qui
sont entrepris, ce qui nous vaut de conserver ces décors assez intéressants et puis un mobilier aussi qui est magnifique, le mobilier du fameux Ruhlmann notamment. Alors on va revenir à la Révolution maintenant, puisque ce musée offre un regard singulier sur cette période charnière, vous le disiez tout à l'heure, de l'histoire de France. Que représente la production artistique à cette époque ? Alors, dans vraiment les années 1790, la production artistique, en particulier celle qui est soutenue par le gouvernement révolutionnaire, va être d'abord une production assez pédagogique, allégorique. L'idée, c'est de pouvoir diffuser le message de cette nouvelle république qu'on souhaite instaurer et implanter à partir de 1792. Donc, on a la chance dans nos collections d'avoir vraiment la peinture de cette période qui met en valeur les grandes vertus de la République, la liberté, l'égalité, la fraternité, qui met en scène la République elle-même. Le musée de la Révolution française conserve et présente la première représentation de la toute jeune République, de la première République française. Et puis aussi, puisqu'il n'y a pas que des courants républicains à cette période, on présente un certain nombre de tableaux qui, pour le coup, prennent le pied inverse et défendent des positions monarchistes contre-révolutionnaires. Et c'est finalement un débat d'images et d'idées qui s'engage dans les collections du musée. Et de la fin de l'Ancien Régime à la Troisième République, les collections sont donc très riches et permettent de mieux pénétrer l'esprit de cette époque, notamment lorsqu'on va dans cette salle de la République. Oui, effectivement, on a la chance de présenter dans la salle de la République notamment des tableaux de format très impressionnant, des grandes peintures d'histoire qui avaient été justement peintes pour écrire l'histoire de France, notamment au milieu du 19e siècle, quand on essaie finalement de réconcilier les Français avec leur histoire récente, celle de la Révolution à l'époque. On essaie de créer une sorte de récit partagé. Et donc la peinture est mise au service de ces discours, ce qui nous vaut d'avoir ces grands tableaux sur lesquels on peut reconnaître d'ailleurs les personnages qui ont participé aux événements révolutionnaires. Et ce musée évoque les événements majeurs dont Paris fut le théâtre, évidemment, notamment avec des pierres provenant de la prison de la Bastille elle-même que vous présentez dans les espaces d'exposition. Tout à fait. Chaque département a eu droit à sa maquette de la Bastille. C'était une initiative d'un entrepreneur qui s'appelait Palois, qui, à l'aide des pierres de la Bastille démantelées, va finalement faire commerce ou donner à chaque département un souvenir, une maquette de la Bastille. La maquette que l'on vient de voir à l'image il y a quelques instants, c'est une maquette qui est en pierre. C'est une maquette qui est en pierre et plâtre, qui est reconstituée, on va dire. Et c'est une maquette qu'on présente à Visil en souvenir de celle de Grenoble et de l'Isère, mais qu'on peut retrouver dans d'autres musées d'histoire, parce que d'autres villes, comme à Paris notamment, ont pu conserver leur maquette de la Bastille. Et dans ce musée, il y a aussi beaucoup de bustes, et notamment dans la salle des faïences, on a des bustes exceptionnels qui sont présentés et qui mettent en lumière, là ce sont des allégories, c'est ça ? C'est ça, là c'est des petites allégories en faïence de Niedervillers, qui est une belle manufacture lorraine, qui présente en fait les 5 vertus de la République. Donc on veut au début du régime instaurer finalement ces valeurs nouvelles. Donc on retrouve la liberté, l'égalité, la fraternité qu'on connaît toujours aujourd'hui. Et il y a aussi la force, cette vertu qui est avec une masse, qui est représentée avec une masse. Et puis aussi la raison, le fait que l'action de la République doit être finalement guidée par la raison. Et fin juin, vous allez ouvrir une exposition temporaire consacrée au tout début de la Première République. Vous en parliez aussi tout à l'heure, 1793-1794, un tourbillon révolutionnaire. Une exposition d'ailleurs en partenariat avec le musée carnavalet de la ville de Paris et de l'histoire de Paris. Cette dernière va nous plonger donc justement dans cette courte période extrêmement mouvementée qui est pleine d'espoir et de peur. C'est ça, effectivement, on fait un focus sur cette année 1793-1794, qui est l'an 2 de la République. Et c'est une année qui est pleine de contradictions. Et c'est ce qu'on a envie de mettre en avant, expliquer que c'est à la fois l'année des plus grands idéaux progressistes. Certains veulent abolir l'esclavage, abolir la peine de mort, etc. Et en même temps, il y a un contexte militaire qui est très, très incertain sur les frontières extérieures de la France et intérieures aussi, qui va conduire finalement à des lois d'exception, et on sait que ce régime va basculer dans une violence particulièrement forte et qui va conduire aussi en 1793 à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Le premier article dit que le but de la société est le bonheur commun. Aujourd'hui, comment, selon vous, on peut encore faire société ? Alors ça, c'est effectivement une des grandes avancées de 1793, en tout cas un des grands messages forts, ce bonheur, faire société. Et c'est ce qu'on essaie de faire, je crois aussi, chacun d'entre nous, dans nos musées, dans nos équipements culturels, essayer finalement, en partageant ce patrimoine qui est celui de tous, eh bien de tisser des liens, de créer des connexions et de partager des histoires ensemble et des bons moments aussi. Exactement.